Pardon. Merci beaucoup à vous de votre présence. Merci beaucoup Marlène Saldana. Merci beaucoup Fabienne Odéou d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard à Paris et dans le cadre de ces rencontres qui s'appellent Poésie Plateforme, dont le projet est de faire se rencontrer et dialoguer des artistes, des créateurs, des créatrices venant des arts visuels, venant du spectacle vivant, venant de formes de la recherche aussi, très souvent en sciences sociales, et puis bien évidemment des formes liées à la littérature, aux formes les plus extensives du terme. C'est donc un grand plaisir d'accueillir ces deux créatrices, ces deux auteurs particulièrement étonnantes et à la démarche forte et stimulante qui... oui, peut-être ça... Ouais, je m'en vais après. Qui développent des travaux qui bien évidemment s'inscrivent dans les emplacements en termes sociologiques dans lesquels elles ont choisi de se placer, c'est-à-dire en ce qui concerne Fabienne Odéou du côté des arts visuels, mais aussi de la musique, et en ce qui concerne Marlène Saldana du côté de l'interprétation, mais aussi de la mise en scène. L'envie de rapprocher ces deux parcours et ces deux œuvres qui s'inscrivent déjà maintenant dans un certain espace-temps a pour point de départ une série d'intuitions. Comme quoi il y aurait, par-delà la diversité, la grande diversité de leurs travaux, un certain nombre de points qui permettraient des formes de rapprochement dans leur démarche. Bien évidemment, des interrogations en forme aussi d'engagement, puisque l'une et l'autre développent des formes de création qui sont à la fois parfaitement inscrites dans leur propre parcours, mais aussi qui sont éminemment critiques et qui développent des formes qui fabriquent avec beaucoup d'humour et de précision des objets qui sont difficilement cernables malgré en même temps leur grande force de séduction. Il y a quelque chose autour de la séduction et en même temps de la sédition qui travaille et qui me semble traverser leur démarche, leur parcours de création, et ce sera de cela dont il sera question. Elles ont une forme de passion, pourrait-on dire aussi, autour de l'interprétation, sous toutes les formes, sous toutes leurs formes, et des représentations telles qu'elles sont générées par elles-mêmes, mais telles qu'elles sont aussi générées par les situations sociales et les situations esthétiques, et avec l'une et l'autre un désir aussi de bouleverser un petit peu le jeu, ou d'en fabriquer quelque chose de très spécifique à leur tour. Fabienne Odéou, donc, après des études de commerce, mais aussi de création et de composition musicale, a choisi aussi d'inscrire sa démarche du côté des arts visuels. Elle développe un travail qui, partant de la musique, fait appel tout autant à la peinture, à la sculpture, à l'écriture, à la vidéo, aux vêtements, à la danse. Et ces dernières années, on a pu voir un certain nombre d'expositions personnelles qui ont été consacrées, notamment via Mécènes du Sud. On a pu voir aussi son travail tout récemment à la synagogue d'Elm, dans des lieux aussi comme Island à Bruxelles ou Tonus à Paris, une importante exposition pour laquelle on reviendra à Lyon aussi, à la salle de bain. Et puis on a vu de nombreuses expositions, on a vu son travail dans de nombreuses expositions de groupe, notamment dans l'exposition au Palais de Tokyo, Futur Passé Fugitif. On l'avait vu aussi à la Galerie Sultana, à la Villa Arson, et puis, puisque son travail prend une dimension performative ou performantielle régulièrement, on l'a vu régulièrement ces dernières années performer à Circuit, à Lausanne, à la Villa du Parc à Annemasse, au Crédac, dans le cadre de l'exposition de Sarah Tritz, à Ivry, ou à la Galerie Joseph Tang à Paris. Tout récemment, une exposition de groupe lui a été consacrée, c'était à la synagogue d'Elm, avec John Russell et Dan Mitchell, exposition intitulée Les Trois Musketeers, tout pour rien.
De son côté, Marlène Saldana est actrice et metteuse en scène. On la voit jouer au théâtre et au cinéma. Elle performe et elle danse. Elle a travaillé tout particulièrement avec la compagnie du ZEREP, avec Sophie Pérez, mais aussi avec ces dernières années Boris Charmatz, Marcia Di Fonzobo, Ashley Chen aussi, et puis bien évidemment que ce soit au théâtre ou au cinéma avec Christophe Honoré, que ce soit dans ses films ou bien plus récemment dans le rôle de Jacques Demy dans Les Idoles. C'était en 2009, ce qui lui a valu le prix de la meilleure comédienne du syndicat de la critique et du théâtre et de la danse. On a pu la voir plus récemment dans Le ciel de Nantes de Christophe Honoré. Et puis, elle a travaillé aussi avec notamment Yves-Noël Genot, Thomas Lebrun, Jérôme Bel plus récemment, Théo Mercier, Daniel Janto, les performeurs Gérard Ankeli, et on l'a vu aussi, notamment aussi dans les films de Jeanne Balibar, notamment Merveille à Montfermeil. Et puis, on en parlera aussi, elle développe un travail de mise en scène avec Jonathan Drier depuis 2018, dans le cadre de leur compagnie 2008, et après avoir élaboré ensemble un nombre très conséquent d'ailleurs d'objets entre le théâtre et la danse et d'autres pratiques. Elle développe un travail de mise en scène et d'interprétation de ses propres objets scéniques. D'ailleurs, nous allons commencer ce moment d'échange avec une interprétation par Marlène Saldana de plusieurs passages de son dernier... Un seul, alors. Oui, un long. Un long, d'accord. Donc de Showgirl, spectacle monté, créé aux Amandiers, à Nanterre. Oui et non, il a quand même été créé là-bas. Et puis depuis, il circule en France et à l'étranger, donc avec Jonathan Drier. Je te passe la parole. Je vais vous planter un peu le tableau parce que sinon ça va être bizarre. Donc Showgirl, je me lève. Showgirl, c'est un spectacle sur Showgirls d'après Showgirls de Paul Verhoeven, qui est donc le film de 95. C'est un espèce de long monologue qu'on a tout écrit en décasyllabes rimés, en quatrains de décasyllabes rimés. Mais alors les rimes sont très pauvres, comme vous allez vous en rendre compte. Voilà, donc ça commence. Je vais faire le début de la musique. La musique est de Rebecca Warrior. Rebecca Warrior, elle avait un groupe qui s'appelait Sexy Sushi, un autre groupe qui s'appelle Mansfield Tia, un autre groupe qui s'appelle Compromat, et donc c'est de la techno. Donc si vous n'aimez pas ça, bouchez-vous les oreilles parce que ça va être ça. Donc, le début de Showgirl, c'est... donc moi, je vous raconte tout comme ça vous voyez un peu ce que c'est. Donc moi, j'ai une espèce de grande robe on a copiée d'une robe d'Yves Saint Laurent, qui d'ailleurs est au Centre Pompidou actuellement, avec une figure rose comme ça, noire et rose. Donc au début de la pièce, on voit que cette figure-là. Et donc je fais un espèce de monologue qui, pour le coup, n'est pas rimé. C'est la seule partie de la pièce qui n'est pas rimée. Où on a mélangé, en fait, la scène de l'audition dans Showgirls de Paul Verhoeven et toutes les critiques qui sont sorties sur le jeu d'Elizabeth Berkley, qui est l'actrice donc qui jouait dans Showgirls, dont on a dit que ses seins jouaient mieux que son visage, que même son rouge à lèvres porte du rouge à lèvres, qu'elle était nulle. Enfin bon, bref, voilà. Donc ça, c'est le début. Ça se passe dans le noir, très sombre, donc on ne sait pas trop qui parle. Et ensuite, la musique démarre et la scénographie, elle a été faite par Sophie Pérez. Et donc, c'est un volcan. Puisque tout l'objet de Showgirls de Paul Verhoeven, si vous l'avez vu, c'est de devenir la fille qui sort du volcan dans le show de Vegas. Et un énorme lustre en forme de bite qui fait 3 mètres de haut, vraiment un lustre en pampi. Voilà, c'est les deux objets de scénographie. Donc je vous fais le début. C'est hyper bizarre de faire comme ça. La lumière se lève et on me voit apparaître avec la robe. Je suis un peu coiffée comme Kalsoum. J'ai vraiment une tête de travelot.
maquille, Carmi est torse nu. Elle se touche les nichons, elle me demande Nomi, t'as pas l'impression que mes seins ont grossi? Elle a l'air inquiet, ça nous fait rigoler. Tout le monde est à poil, en train de se préparer. Et comme tous les mois, elle a pas eu ses règles, dit une danseuse avec un air espiègle. Oh là là, Carmi, t'es pas encore enceinte? Pour faire du striptease, bah c'est quand même une contrainte. Carmi répond non, j'en sais rien, j'espère non. Je ris et tout le monde rit comme des cons. Elle me désespère, elle a rien dans le citron. Avec tout ce qui traîne, bah il faut faire attention. Henrietta débarque, grosse dame d'1,20 m. Dans les 40 ans, whisky à la main. C'est Jean-Marie Bigard dans un rideau violet. On l'appelle Mama, elle nous fait tous marrer. Oh putain les filles, tout le Japon s'est donné. Rendez-vous dans la salle, ça sent le riz cantonais. Eh dis donc Mama, dit la fille au serpent. Place tes histoires de tiquettes, c'est le moment. La robe de Mama fait jaillir ses nichons. Quand elle bat des bras, ça fait un bruit de klaxon. Voilà le Platon qui se pointe dans sa veste de cow-boy. C'est Al, c'est le boss, mais c'est pas un playboy. Chemise léopard, le visage tout grêlé. On dirait un Mac, une sale gueule d'enfoiré. Il gueule, eh oh eh, je vous présente Salomé. Tout le monde dit salut, enchanté Salomé. Ok, fermez vos gueules, regarde par là Salomé. Alors on ferme nos gueules, c'est fini de rigoler. Voilà Farah, Estelle, Henrietta et Tiffany. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite Salomé. Je m'appelle Marie, je m'appelle pas Salomé. Alors tout le monde rit, quel est con Salomé. On est classe dans ce rad, on baisse pas les maris. Pour faire de la thune, ben faut s'appeler Salomé. Et Anne sort de la loge et prend le micro, présente Henrietta qui va faire son show. Et maintenant, messieurs, et vous aussi mesdames, si seulement il y en a une ou deux dans la salle, je vois pas bien là. Celle que vous attendez tous, Henrietta, The Queen of Bazooms, c'est le nom de Mama. Mama Henrietta, la reine des gros nibards, entre sur la scène, acclamée comme une star. Il y a un mec qui se lève au premier rang qui dit Henrietta, tu lèves tard, mais vas-y. Alors elle lui répond mon chéri, arrête ça. Tu t'y retrouverais pas, perdu dans tout ce gras. Tu trouverais pas ma chatte, moi-même je la vois plus. Pour la dénicher, ben faudrait que je te pisse dessus. Ça lui fait fermer sa gueule, il la ramène plus. Cymbales et caisse claire, et Mama continue et retourne dans la loge après avoir bien ri. Elle dit à Salomé, on fait de la lap dance ici. Oh mais j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Répond Salomé avec l'air ahuri. Alors, c'est 50 $, à toi de motiver le client, tu l'emmènes derrière et là, attention, s'il te touche, ça fait rien. S'il jouit, ça va. S'il sort sa queue pour t'arroser de foutre, t'appelles le videur. Et si tu files un bon pour liche, c'est que c'est un client, c'est vu? Salomé dit d'accord, elle a l'air dégoûtée. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite Salomé. Et elle me demande, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'es pas venu hier soir, j'en ai vraiment plein le cul. Bah rien, j'avais mes règles. Tu voudrais quand même pas que je mette du sang partout? Tu voudrais sûrement pas. Je souris, ça l'énerve. Il passe à Salomé. Si tu veux rester ici, ben va te falloir me sucer. Et quand tu seras habitué à gagner du blé, là ma petite Salomé, je te ferai avaler. Salomé ébahie, écarquille les yeux. Tout ce qu'il vient de dire là, est-ce que c'est du sérieux? Y'a Zach et Crystal qui arrivent au Chita dans une limo blanche, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils sont tous coquets avec des japonais. Zach a l'air bourré, Crystal lui lèche le nez. Alors Zach, c'est le directeur artistique de Goddess, le nouveau show du Stardust, dont Crystal est la star. Je l'ai vue dans sa loge, elle se prend pour une déesse. Elle vient pour se foutre de moi, elle dit que je fais le trottoir. La déco du Chita fait vraiment mal aux yeux. Ambiance rose fluo, néon vert et bleu. Rideau de lamelles,
en plastique doré rose, des effluves d'alcool à te filer une cirrhose. Ils font que de rigoler et ils entrechitent. Et tout le public chante la chanson de Mama. The farmer in the town, the farmer in the town. I had a cherry once and now it's gone to hell. Bon, est-ce que vous savez comment on appelle le gros tas de chair inutile qui entoure la chatte? Non? Une bonne femme. Allez, ciao. Allez maintenant, mesdames et messieurs, la fille qui tickle votre pickle et même mieux, c'est le tour d'Estelle, celle qui chatouille la nouille, celle qui vous tripote, qui fait vibrer vos couilles. Oh. Ah, c'est moi Estelle. Alors. Oh. Juste avant d'entrer, je respire et je pense. C'est toi la meilleure, serre les fesses et avance. Dans ce monde où des débiles ont des rêves de gloire pourris, je suis venue ici pour réussir ma vie. Je peux compter que sur moi et aussi sur une amie. Ma Jiminy Cricket, mon ange gardien, c'est Molly. On s'est rencontrés sur le parking d'un casino. Je vis dans sa caravane et elle m'a trouvé du boulot. Costumière au Stardust, elle bosse du matin jusqu'au soir. C'est le seul personnage à peu près clean de toute l'histoire. Alors il y en a certains qui disent qu'elle me sert de faire valoir, mais c'est le sort que réservent les grands studios aux actrices noires. Dans cette ville branchée, sublime, chic et classe, ringarde artificielle, vulgaire, cheap et classe. Je l'ai compris dès le début, faut devenir une vraie badass. États-Unis de la merde, bienvenue à Las Vegas. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et après, ça continue. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marlène. Voilà, selon le principe de ces rencontres, on va présenter quelques passages d'une vidéo de Fabienne Odéou et nous aurons ainsi les conditions pour échanger. Attends, je dis juste un tout petit mot avant de montrer vraiment un court extrait de cette vidéo. En fait, j'ai choisi cet extrait après avoir essayé de regarder le film hier soir, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une... alors, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé l'actrice hystérique, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'hystérique dans ce qui était joué et ce qui se passait. Donc j'ai choisi de montrer cette vidéo où je n'interprète pas une femme hystérique, mais j'interprète une hystérie de la musique, en fait, et de la composition. Donc c'est une pièce qui dure 3 heures et j'en montre 2 minutes. Avant de voir Showgirl, j'avais pensé vous montrer... Pardon, pas ça du tout.
Intermède musical. Une autre vidéo. Que je suis obligée d'aller rechercher là. Voilà. People will be lovers of themselves, lovers of money, ungrateful, unholy, ungrateful, unholy, unforgiving, brutal, holy, without love, without self-control, unforgiving, without self-control, brutal, self-control, boastful, 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 slanderous, unholy, disobedient to their parents, proud, abusive, holy, ungrateful, unholy, ungrateful, unholy, ungrateful, unholy, without love, without love, without love, disobedient to their parents, without love, without love, but you without love, but you people will be lovers of themselves, lovers of money, without love, without love, without love, abusive. They're the kind who worm their way into homes and gain control over gullible women. Boastful, people will be lovers of themselves, lovers without self-control, boastful, proud, abusive, not lovers of the good, unforgiving, ungrateful, unholy, without love, slanderous, love, ungrateful, 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 disobedient to their parents, proud, 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 proud. Unholy, 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 without self-control, without self-control, without self-control, without... Voilà, c'est une autre showgirl. Et le point commun étant que ce sont dans les deux cas des formes d'interprétation d'une écriture, voire même des écritures, puisque dans le cas de Fabienne Deus, ce sont des variations à partir de Saint Paul. Là, c'est tout simple. Oui, c'est une partie de la Bible, oui, qui est lue et qui est un peu retravaillée, Oui, sur laquelle je danse. tout à fait. Donc, Avait une composition avec l'outil qu'est la vidéo, qu'est le montage vidéo. En fait. Et une perruque, absolument. Quelqu'un a dit ça, mais... Et donc ce travail aussi du côté de Marlène, à partir donc d'un texte ou d'un objet antérieur qui est lui-même réécrit, qui fait l'objet donc avec Jonathan Drier sur une musique de Rebecca Warrior, d'une forme de réinterprétation, puisqu'effectivement cette notion d'interprétation, elle est aussi très différemment, mais centrale pour l'une et pour l'autre, de façon assez, pourrait-on dire, attendue, puisque Marlène est principalement comédienne et actrice, et du côté de Fabienne, dans une autre forme de tradition ou de pratique qui est plutôt celle musicale. Cette question d'interprétation, je me tourne vers Marlène ou vers Fabienne, qu'est-ce qu'on peut en faire, oui? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je ne sais pas quoi vous dire. Non, mais nous, pour Showgirl, en fait, on s'est beaucoup posé de questions sur comment parler de ce film et moi, personnellement, l'amour que j'en ai, et puis plein d'autres gens, sans faire quelque chose de pédagogique ou qui raconte le film, ou que les gens qui n'ont pas vu le film ne peuvent pas comprendre. Bon, bref. Mais en même temps, ça raconte quand même très explicitement le film. Ah oui, bah, alors pas tout, parce que sinon ça durerait à peu près 7 heures. Ouais. Donc là, ça dure 1h30, bon. Et puis, un peu par hasard, grâce à mon voisin du 3e, c'est pour tout vous dire, un jour, il m'a montré quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez Trapped in the Closet de R. Kelly.
Alors ça, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, donc R. Kelly, l'interprète de I Believe I Can Fly, hein, vous voyez ce rappeur, qui d'ailleurs est en prison actuellement pour avoir épousé des jeunes filles. Enfin bon, ça c'est autre chose. Et donc, il a fait un film qui dure à peu près plus de 3h30, qui s'appelle Trapped in the Closet. Et donc, c'est vraiment, si vous n'avez jamais vu ça, je pense que ça peut vous intéresser. Alors, faut pas le regarder en entier parce que ça rend fou. Mais donc, c'est une succession de clips sur une espèce de vieille soupe de R&B pourri. Donc, c'est 3 minutes 30 à chaque fois. Et c'est une telenovelas qui est interprétée par plein d'acteurs, mais dont R. Kelly fait toutes les voix. En fait, c'est un comment dit-on, un playback. Et donc, c'est 3 heures de vraiment c'est du vieux R&B. Ça fait un espèce à la Boyz II Men, enfin bon. Et donc je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut être enfermé dans le film et raconter tout. Il dit, elle dit, je fais ça, je pense si, à ce moment-là, il m'arrive ça. Et voilà. Et c'est là qu'on a trouvé la manière de fabriquer ce truc-là. Et donc chez lui évidemment tout est rimé. Et puis Rebecca Warrior, quand elle avait ce groupe Sexy Sushi, vous remarquerez, si vous aimez ça et que vous avez déjà entendu ça, que toutes les paroles sont rimées, cette espèce de petit haïku un peu impur. Et voilà, on s'est dit c'est ça qu'il faut faire. Il faut être dans le film et tout déblatérer comme un cauchemar, hein, parce que c'est une sorte de cauchemar. D'accord. Voilà. Et du côté de ce que l'on a vu en premier, cette pièce très longue. Oui, en fait, que j'ai choisi parce que en réfléchissant à notre rencontre, je me disais que la différence entre travailler même pour la scène quand on est dans le monde de l'art et être sur scène quand on est plutôt dans le monde du théâtre, pour moi, c'est justement cette question d'interprétation. Par exemple, dans cette pièce, j'interprète pas une femme hystérique, mais j'essaie d'interpréter ce que ça peut être que l'hystérie de la musique, de l'hystérie de composer ou celle de la musique en tant que telle. C'est-à-dire que j'essaie de donner une interprétation de ce qui me semble hystérique ou dingue ou difficile à comprendre par exemple, la musique opératique, de ce que c'est que de se mettre à hurler, de chanter, de faire des mélodies, de répéter certains sons, de ce que c'est que de chanter. Donc, ce que j'interprète, ce sont jamais des personnages, mais des situations dans lesquelles j'essaie de me mettre et d'en faire quelque chose. Et j'imagine que c'est assez différent de la position d'une actrice ou d'un acteur. Bah après, ça dépend quelle forme de théâtre on fait, parce que c'est vrai que moi, la notion de personnage, par exemple, je ne sais pas ce que c'est, quoi. J'avoue que, mais j'ai de la chance parce que je travaille avec des gens pour qui sont pas sclérosés par ce vieux théâtre dont on n'en peut plus, comme la Compagnie du Zérep, comme même Christophe Honoré qui fait des formes plus classiques. Mais c'est du travail vraiment travaillé en improvisation, ce qu'on appelle enfin pas tant pour le Zérep, mais pour Christophe, l'écriture de plateau, c'est le nouveau truc, c'est la nouvelle façon de dire. Et du coup, on a enfin, moi, j'ai de la chance parce qu'il y a d'autres acteurs qui diraient pas ça du tout. Mais c'est vrai que la notion de personnage, de texte, même de vue du metteur en scène, j'avoue que moi, ça m'est un peu étranger quand même. Après, ils ont des désirs, ils te dirigent entre guillemets, mais c'est pas comme on imagine à l'ancienne avec un texte et puis on dit mais toi à gauche fais 4 pas à droite, puis là vas-y pleure. Enfin, il y a encore des gens qui font comme ça, hein, mais du coup on est très comme interprète, on est très sollicité d'être en quelque sorte des créateurs. Enfin, c'est comme si on était la peinture. Et puis que la personne, elle prend son pinceau, puis, tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de matière plutôt que de matière première, j'ai l'impression. Oui, et puis le point de départ de ton travail, Fabienne, c'est la musique, dans sa dimension aussi improvisée, très fortement. Et
comment s'est développé aussi progressivement ton travail ou ce déplacement de ton travail? Ben, l'improvisation, pour moi, c'est quand je l'ai découverte en musique, quand j'ai découvert d'autres gens qui travaillaient que dans ce fonctionnement, les spectres des possibilités s'est vraiment élargi, et je crois que je travaille que en improvisant, en fait. Même quand les choses après sont fixées, parce qu'il y a des choses qui se fixent d'elles-mêmes, mais le principe d'improviser, c'est-à-dire de suivre quelque chose qui se passe, en fait. De suivre où ça se passe, où ça se déroule. Mais là, la première vidéo, tu l'as fait une fois ou tu l'as refait plusieurs fois? Alors, ça, c'est une pièce filmée, c'est plusieurs heures de répétition qui est montrée donc en vidéo, mais que j'ai rejoué, alors évidemment pas exactement comme ça, mais que j'ai rejoué pendant des années. Ah oui, donc c'est une pièce, enfin, c'est comme une... Oui, c'est une pièce. Et donc, qu'est-ce que ça fait de récital, une espèce d'opéra pour une seule personne, où je fais tout le monde, où je passe par tous les drames, et tout ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer dans un opéra, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui se met à chanter. Il y a un fil, il y a une construction. Le fil, c'est juste là l'unité de temps et l'unité de lieu, et le fait que il y a une personne qui me filme, et donc je suis une espèce d'instrument et personnage, justement, entre guillemets, en fait, cette espèce de, en tout cas, de personnage féminin qui chante ou qui crie ou qui interprète cette hystérie de la musique, cette hystérie de la composition. Et la durée est quand même déterminée à l'avance, ou alors il y a une sorte d'aléatoire aussi? Alors là, c'est 3 heures, parce que c'est un film qui était montré en exposition. Je voulais pas qu'il y ait de boucle, c'est-à-dire qu'on puisse arriver à un moment donné et en voir quelques minutes et pas se retrouver dans une boucle. Mais quand ça se joue devant un public, je vais rarement au-dessus de 20 minutes. Après, je vais pas plus de 20 minutes, parce qu'après, la tension est souvent se perd aux 20 minutes. Du côté du théâtre ou des objets scéniques, on est un peu obligé de maintenir une durée. Oui, c'est pour ça que c'est attendue, chiant. oui. Non, pardon. Alors c'est une limite, mais c'est peut-être aussi ça a des qualités. Ça permet aussi de construire, d'élaborer davantage. Ou est-ce qu'on aurait envie de poursuivre ça? J'ai pas compris. C'est-à-dire? Est-ce que parfois on se dit on arrête les choses parce qu'on les a fixées, Bah oui, non, mais puis parce qu'après on se dit les gens n'en peuvent plus. Enfin, je veux dire, y a, par exemple, Showgirl, pour pas le fille qui parle que de son truc, on a une scène au milieu qu'on appelle entre nous la caverne, où on discute, enfin on discute de cinéma, et c'est une scène qui pourrait durer, je pense, 2 bonnes heures, sauf que dans la pièce elle dure, elle est de plus en plus longue, au début c'était 10, 15, maintenant c'est plutôt 20 minutes. Mais on se force à s'arrêter, parce que puis le temps du plateau il est bizarrement ralenti, c'est-à-dire des fois on se rend pas compte on se rend pas compte quand on en répète, quoi, que ça fait 3 heures qu'on fait un truc, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le même temps que le temps de la vie. Non, après c'est la mode en ce moment, il y a beaucoup de pièces très très longues. Je sais pas quoi en penser. Là c'est plutôt en tant que spectateur, parce qu'en tant qu'interprète, les pièces très longues, tu t'inscris dedans, tu trouves les endroits où te reposer. Moi à partir de 2 heures je trouve ça long déjà, hein, donc voilà. Mais par exemple le Ciel de Nantes qui fait 2h30, moi il y a plein de moments où je m'assois, je mets les jambes en l'air. Voilà, on trouve des moyens. Mais après il y a des pièces fleuves de 12 heures, on se dit on a fait une expérience incroyable, on a vu le Mahabharata d'Aran Mouchkine, ça durait 12 heures et on s'est pelé le cul dans la cour d'honneur. Mais ou Yann Fabre, il y a plein de gens qui font des pièces très très longues, et tu rentres comme spectateur en tout cas c'est sûr, ça peut être une expérience, comme on dit. Pardon, oui. Non, je voulais juste, on n'est pas obligé de parler que d'interprétation, mais je voulais rajouter un point en tant
en tant qu'artiste, interpréter quelque chose, pour moi, hein, c'est vraiment personnel, c'est pas seulement être sur scène en live devant un public, c'est aussi prendre la responsabilité d'un certain geste. Par exemple, récemment, j'ai fait une centaine de peintures que j'ai vendues à 2 €. Ça, pour moi, c'est l'interprétation de quelque chose. C'est interpréter quelque chose. C'est pas seulement de faire les peintures, même s'il faut quand même les faire. Il faut qu'elles soient intéressantes. Mais il s'agit aussi d'interpréter un geste et une prise de responsabilité par rapport à son public, en fait. Si ça fait sens pour eux. Qui est pas forcément, voilà, c'est un peu un truc spécifique à l'art visuel, parce que quand je fais ces peintures et que je les vends à 2 €, je suis pas forcément là à les vendre, mais j'ai l'impression d'interpréter quelque chose. Donc là, c'est quoi? C'est interpréter une sorte c'est un geste, politique, une proposition, un problème, une difficulté, une question. Enfin, normalement, dans le monde de l'art, on aime bien que ça questionne, mais là, c'est plus de vendre ces peintures à 2 €, c'était gênant. C'est un truc gênant, c'est un truc pas bien, c'est un truc. Parce que c'est pas assez cher. Parce que c'est évidemment pas assez cher, parce que c'est même pas le prix du clou. Non, c'est ça. Oui. Donc ça performe tout ça et ça l'interprète. Il y a pas, enfin le mot anglais qui se traduit mal de performance et qu'on met souvent sur des trucs de scène, sur des gestes de scène. C'est ça que j'entends par ce mot d'interprétation. Oui, c'est quelque chose qu'on fait, quoi. Pour moi, on dit ça quand on n'a pas de pognon pour faire les trucs et qu'on joue 2 fois, quoi. Non, mais c'est vrai. Hyper souvent, on dit. Enfin, je sais pas. C'est un mot hyper galvaudé. Enfin, en tout cas, dans le milieu théâtre, danse et tout ça, c'est. On peut plus rien dire, mais on performe aussi des rôles sociaux aussi, peut-être. C'est ce que Fabienne travaille et Marlène aussi. Toi, tu es hors de la scène. Il y a une sorte de performance constante ou Ah bon? Non, mais justement, je me demande. Oui, je te demande. Non, je sais pas. J'espère pas. Je sais pas. Je me rends pas compte. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Mais c'est-à-dire que que c'est plutôt comme on est hors de scène qui se voit sur le plateau. Mais peut-être je me trompe complètement. J'ai pas l'impression. Non. D'accord. Pardon, hein. C'est pas du tout intéressant ce que je viens de dire, mais je réfléchis. Hein. Allez-y, continuez. Non, je ne réfléchis pas, moi. Et parce que c'est aussi représenter, être quand même fabriquer une image de soi, fabriquer l'élaboration d'un travail qui représente justement cette démarche de vendre 2 €, c'est mettre faire vaciller tout un système et en même temps y appartenir. Alors, je ne sais pas si ça a fait vaciller quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, c'était une envie et un désir, ou une nécessité. À vivre, c'était assez bizarre. Oui. À la fois pour moi, pour le public. Enfin, c'était une expérience. C'était une expérience bizarre. Mm-hmm. C'est à la fois trop généreux, mais est-ce qu'on peut être trop généreux? Est-ce que ça existe d'être trop généreux? Le format, le point de départ, ça a été aussi de ton travail, c'était l'écriture d'un opéra, ça a été la saisie aussi d'un certain nombre de figures qui traversent le théâtre. C'est aussi parfois, on a l'impression, avec l'organisation de projets qui s'étalent sur plusieurs moments d'exposition, de monstration, il y a quelque chose qui se déroule dans le temps et qui pourrait être rapproché peut-être de la poursuite d'un spectacle qu'on mène d'un lieu à l'autre. Par exemple, je pense à l'exposition à Lyon, à la salle de bain, intitulée Le Bien.
J'allais repartir Ah oui. avant, puisque oui, j'ai peut-être. montré une pièce Oui. là que j'ai faite quand j'étais étudiant à Goldsmiths. En fait, je suis partie à Londres il y a longtemps, parce que j'avais gagné un petit concours pour écrire un opéra qui s'appelait The King, que j'avais appelé le King Come, qui a été joué là-bas à Londres. Et ensuite, après, je suis restée là-bas. Et c'était sur ça s'appelait King Come, le roi de la communication. Et voilà, après j'ai mon parcours d'artiste d'un peu plus de 20 ans. Et il y a un peu moins avant le Covid, j'ai été diagnostiquée dans le spectre de l'autisme. Et j'ai un peu regardé mon parcours par rapport justement à ce prisme. Et j'ai l'impression que j'ai essayé de parler ou d'exprimer quelque chose qui a à voir avec la difficulté de comprendre ce que les gens veulent dire quand ils ne disent pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas si ça fait sens, mais il y a ça de ce petit opéra de King Kong où les gens n'arrivent plus à parler parce que les machines parlent à leur place, peut-être à la dernière pièce, justement, où ça parle qu'est-ce que c'est que la valeur, c'est deux ou 20 ou 200 ou voilà, c'est un questionnement sur ce qu'on peut comprendre et ce qui se dit par le langage, en fait. Et le langage qui est expérimenté de diverses manières, souvent aussi dans la peinture, il est là, Ouais. il apparaît. Du côté de Marlène, il y a une sorte en tout cas dans les projets qu'elle fait avec Jonathan Drier, il y a une présence très forte de la parole, une sorte de surabondance, de commentaires. Du côté de Fabienne, peut-être, il y a une sorte d'évidement de la parole. Il y a quelque chose qui est peut-être qui s'expérimente par une sorte de raréfaction par moment, tandis que du côté il y a une sorte de surenchère. Enfin voilà, j'ai l'impression dans tes spectacles. Ah bah oui, nous on écrit beaucoup, hein, Oui. ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est Philippe Ken qui avait trouvé vraiment la bonne formule pour dire qu'on n'écrivait pas des textes, mais on écrit les mots qui sortent de la bouche. Et en fait, c'est pas si con. Parce que c'est vrai que dire que c'est des textes, c'est un peu compliqué. Oui, on écrit nous beaucoup. Oui, beaucoup. C'est des textes qui sont. Mais en fait, on écrit tout avant. Oui. Ça, c'est venu parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer des répétitions et on n'avait pas assez de connexion pour avoir des salles pour répéter. Et donc, on s'est mis à tout écrire chez moi, voilà. Mais tout, c'est-à-dire le texte qui se passe, la chorégraphie, la scéno, tout. Donc tout était écrit. Et en fait, on voyait le truc porter 3 jours avant, quoi, en se disant advienne que pourra, quoi, on verra. Et on a gardé cette méthode-là parce qu'elle nous va bien, en fait. Donc on écrit tout. C'est très écrit, c'est vraiment écrit. Effectivement, oui, il y a beaucoup. Mais nous, on travaille qu'avec des danseurs qu'on fait parler. Voilà, c'est pas avec des acteurs qu'on fait danser. C'est plus dur dans ce sens. Oui. Mm. Et d'abord, toi, tu as d'abord été plutôt actrice ou interprète, et puis, depuis 2008, tu développes tes propres projets sur un modèle qui est plutôt celui, d'ailleurs, des chorégraphes, qui souvent ont d'abord été danseurs-danseuses, puis après, qui se transforment même en chorégraphes. Bah oui, mais c'est parce que c'est le monde de la danse qui a permis à toutes ces formes d'exister, Oui. toutes ces formes impures, parce que ça, le théâtre, il en veut pas. L'art contemporain, je sais pas, mais en tout cas, tout ce qui est scénique et qui n'est pas un texte écrit par un auteur, voilà, c'est dans le monde de la danse. Ça, c'est voilà. Et donc, c'est aussi pour ça, moi, c'est en travaillant avec Boris Charmatz que j'ai découvert ce monde-là, ces gens-là, ces manières de travailler là. Et pour moi, les danseurs, c'est des interprètes, c'est les plus grands interprètes de tous les interprètes des formes scéniques. C'est la manière dont ils sont au travail. Et voilà, et on a pris cette manière de travailler là, effectivement, de la danse. Ouais. De ton côté, Fabienne, ça vient plutôt de la musique qui structure ton travail, et tu l'affirmes même à partir de pièces qui sont assez éloignées d'ambiance ou d'un travail purement musical. Ça a toujours à voir avec cette idée d'interprétation, parce que quand on fait de la musique, on peut pas
on peut pas ne pas la jouer en fait. On peut pas faire de la musique sans la jouer. Enfin, en tout cas, peut-être que maintenant on arrive un peu à ça, mais si on revient aux instruments, on peut pas. C'est des gestes qu'on ne peut pas ne pas faire en fait. Il y a un truc vraiment qui est forcé sur le corps et sur la nécessité du geste. C'est des gestes aussi qu'on désapprend, puisque tu as ce travail au long cours de désapprendre de toutes sortes de manières à jouer du piano. Alors oui, ça c'est aussi une performance que j'ai commencée en Angleterre en 99. Je voulais désapprendre un certain nombre de choses par rapport au piano, par rapport à la façon dont historiquement on a mis les femmes au piano en fait. Alors pour le faire bref, on a mis les jeunes filles au piano pour qu'elles apprennent des partitions écrites qu'elles apprennent à jouer, à interpréter des partitions écrites par des maîtres mâles, évidemment, des génies qui ont écrit des choses pour elles. On leur demandait de jouer à la maison pour la famille, pour leur mari, pour les amis du mari, et pour le passer à leurs filles. Ça jusqu'au début du XXe siècle. Le premier concert en fait d'une femme hors de chez elle, c'est en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Avant, on ne jouait pas, les femmes n'avaient pas le droit de jouer hors de chez elles. Et c'est tout ça que je voulais. Désapprendre, c'est un peu un terme. C'était un peu une blague sur apprendre et désapprendre à jouer du piano. C'est en fait pour sortir de l'idée de la possibilité de faire une critique. C'est un mot que tu as prononcé au début, critique. J'ai mis un hashtag avec séduction aussi. J'avais mis un hashtag là-dessus. C'était pour proposer autre chose qu'une critique, pour ne pas dénoncer cette situation historique qui existe et qui a existé et qui fait partie de notre culture occidentale. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une situation comme ça? Au lieu de la dénoncer et de montrer qu'on sait, enfin de démontrer, d'illustrer qu'on sait à son public, ou alors regarder ce qui se passe culturellement. Mon idée, c'était de me mettre dans la peinture, de mettre dans le... Alors, je crois que ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout ça vient d'une étude sur les femmes à leur piano dans la peinture. Donc, je me suis mis dans la peinture, c'est-à-dire devant le piano, et j'ai essayé de voir ce que je pouvais transformer de cette situation. Donc, transformer ce que je jouais, transformer quand je le jouais, que faire des erreurs, quand est-ce qu'il y a des erreurs, qu'est-ce que c'est qu'une faute, qu'est-ce que c'est que bien jouer, pas bien jouer, combien de temps faut jouer, devant qui alors c'est exactement notre propos dans Showgirl, c'est qu'est-ce que c'est bien joué, pas bien joué. Non mais c'est marrant. Bon, c'est pas le même jeu, mais pardon. Non, mais je pense que c'est tout à fait quelque chose sur lequel on doit se retrouver dans le travail. Je suis sûre que les gens ici qui ont vu à la fois des choses de toi et de moi ont vu ça, là, cette façon de jouer plus ou moins bien, d'être un peu wrong, un peu pas tout à fait comme il faut, mais quand même, d'être dans ce... Et de jouer aussi avec toute une série de clichés, bien évidemment, l'une et l'autre. Et on peut penser qu'il y a une sorte de parallèle entre, par exemple, la figure de Nomi Malone, l'héroïne de Showgirls, et tout ce travail que tu fais à partir notamment de Béatrice Potter, oui, des images. Il y a aussi on peut imaginer que ce sont deux figures de l'émancipation féminine. Oula. Non? Émancipation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin en ce qui concerne... Parce que le film de Verhoeven a quand même été, après coup aussi, vu dans une optique féministe et... ouais, mais en fait, c'est un peu... Pour moi, c'est pour ça que ce film m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un film complètement gris, c'est-à-dire il n'y a pas de thèse du tout. Il y a vraiment pas du tout. C'est-à-dire on pose le truc comme ça, blah, premier degré, oui. Et voilà.
Et donc, je ne sais pas si c'est un film misogyne ou féministe. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mais ça m'intéresse quasiment pas, j'ai envie de dire. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait eu une volonté de Paul Verhoeven, et encore moins de son très mauvais scénariste, Joe Esterzas, de dire quelque chose là-dessus, en fait. Il l'a dit après coup, mais moi, je pense que c'est pour s'en sortir. Mais vraiment... bon, moi, ce qui m'intéresse, et Jonathan aussi, ce qui nous intéressait aussi beaucoup dans Showgirls, c'est l'histoire de cette actrice. Quand on parle de l'interprète, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, cette actrice, elle avait 22 ans quand elle a fait Showgirls, et puis elle n'a plus jamais retravaillé derrière. Et c'est une fille, tu parlais d'hystérie, par exemple, elle joue tout comme ça dans le film. Et il faut savoir qu'en fait, Paul Verhoeven lui criait, notamment quand elle était à poil dans le bar à pute à danser avec la barre de pole dance, il lui disait « Joue comme dans Ivan le Terrible » d'Eisenstein. Alors déjà, il faut connaître Ivan le Terrible, vous voyez. Il avait dû lui... Et donc la fille, elle est comme ça. Non mais il faut se figurer le truc quand on connaît le film. Elle est comme ça, hein, puis on lui dit joue comme... Donc dans Ivan le Terrible, c'est extraordinaire ce film. Ils font vraiment des têtes comme ça. Donc elle fait ça dans un bar à Las Vegas en 90, entourée de filles à poil. Enfin, c'est vraiment bon. Alors, et elle fait, je trouve, moi, très bien son travail. Et c'est aussi la question qu'on se posait, c'est quoi pour une actrice faire bien son travail ? Et elle fait très bien son travail. Elle a été payée $20 000 pour faire ce film, alors que le scénariste a été payé 3 millions. Voilà. Et cette fille qui n'a plus jamais eu ou très peu, qui venait de Sauver par le Gong, ce qui est très intéressant. Bon, je veux pas saouler tout le monde avec tout ça, mais bref. Donc notre pièce, elle est vraiment à propos de ça, en fait. C'est quoi bien jouer, mal jouer, le bon goût, le mauvais goût. Verhoeven avait demandé au mec de Eurythmics, Dave Stewart, par exemple, de faire de la musique de merde. C'est ce qu'il a fait très bien d'ailleurs. Nous, on a demandé la même chose à Rebecca Warrior, puisqu'il voulait vraiment que ça soit la musique comme à Las Vegas, qui est de la musique vraiment de merde. Voilà, donc c'est un espèce de mélange, tout ça avec des moyens de studio hollywoodiens. C'est un des derniers films comme ça, donc avec énormément d'argent pour faire une espèce de... Je ne sais pas si on peut dire de film d'auteur hollandais. Enfin, vraiment, c'est un drôle de... Et moi, voilà, j'ai une passion. Il n'y a pas que ça, mais au niveau de l'interprète, c'est super intéressant parce que, voilà, cette fille, enfin, vraiment, à un moment, on dit ça dans la pièce, on voit dans sa chatte, vraiment. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Et elle le fait. Enfin... Et en même temps, il n'y a pas d'idée de domination. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un drôle de truc. Et voilà. C'est elle qui domine dans la situation, quand même, en partie. Bah, pas vraiment, hein, parce que... Elle est à la fois victime et à la fois... Mais moi, je crois qu'il n'y a pas d'idée de ça. Ouais. Il n'y a pas d'idée de victime, bourreau. Il n'y a pas ça, en fait. Il n'y a pas le truc manichéen. C'est ce que disait peut-être Fabienne. C'est une forme de critique qui se trouve être débordée même par la possibilité de la critique. C'est comment survivre dans un monde peuplé d'ordures. Ouais. Voilà. Bon. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Non, pas du tout, mais... je crois qu'on se rejoint dans notre travail et dans les prises de position sur cette idée de qu'est-ce que c'est que bien jouer, qu'est-ce que c'est de pas si bien jouer que ça. C'est que c'est pas un jugement moral de hiérarchisation. Et c'est plutôt ce truc, c'est plutôt cette sensation. Enfin, je parle pour moi, hein, je peux pas parler pour cette sensation, cette intensité de sensation entre les deux, là, ce qui se passe dans cette tension là entre jouer bien, jouer pas bien, et de sentir par exemple le public qui enfin ce truc là, ce truc un peu moi j'adore, bizarre qui se passe. Est-ce que c'est normal, est-ce qu'elle joue mal, est-ce qu'elle fait exprès de jouer mal, ou est-ce que... mais c'est surtout pas un jugement de valeur, et c'est d'être dans l'humour, dans cette tension, en fait. C'est un espèce de parallèle entre cette tension et tout principe d'humour, qui est aussi toujours une tension entre deux choses qui ne devraient pas être proches, en fait. Deux ou plusieurs choses. Et puis, voilà, je passe. Je voulais absolument qu'on parle d'humour, donc c'est pour ça que je fais. Il y a aussi le désir de s'inscrire dans la réalité de toute une série de circulations. Par exemple, je pense à ce projet autour des pulls
qui s'inscrit dans, dans des processus de circulation mimétique par rapport à des objets. Tu peux nous en parler? Je suis pas vraiment partie de l'idée de circulation. En fait, j'ai monté un magasin de pulls bleus, marine et marron à Sète pendant 2 mois l'année dernière. Et c'est parti vraiment de ce mot, le pull bleu marine, et de cet objet, le pull bleu marine et le pull marron. Le pull marron comme étant le truc le plus terrifiant à se mettre, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on met un peu pour disparaître en fait. Une espèce de neutralité à la fois sociale, pas trop sexy, tranquille, enfin c'est se faire oublier un peu, tout en étant à un niveau respectable. Et le bleu marine, c'est la couleur du pouvoir, donc la blague, c'était comme c'est la couleur du pouvoir, ça va à tout le monde en fait. Et ces objets m'intéressaient, mais de les mettre sur un mur, c'était pas suffisant. Donc là, les interpréter, c'était d'en faire un magasin en fait. D'accord. Et dans lequel... C'était pas tant sur le, enfin les Ouais. trucs, ils se sont vendus parce que j'ai pas trouvé d'autres idées. Donc il y a eu de la circulation, mais l'idée c'était vraiment ces objets quoi. Et aussi, L'objet en tant que tel. Donc est-ce on qu'on les en a fait mis. Les gens les ont mis. le fait de porter, le fait de les... Enfin, il y a eu plusieurs séries. Il y a eu des pullovers qui avaient été déjà des pullovers de seconde main, Ouais. retravaillés. Certains étaient... donc, pourquoi ces distinctions entre les objets, finalement? Là, je pense que tu fais Je référence confonds à cette peut-être, idée oui. de porter les Oui. choses. En fait, il y a toute une série de pièces que j'ai fait autour de cette notion de porter quelque chose. Comme on porte un message. En anglais, par exemple, ces différentes acceptations du mot porter se traduisent différemment. On porte un message, you carry a message. On porte un enfant, on le carry aussi. On porte un vêtement, to wear something, on dirait pas you carry a jumper. On porte un vêtement, on porte un message, on porte un parfum, on porte sa croix, on porte un... Est-ce qu'on porte un rôle? Voilà, on porte Oui. un personnage à l'écran, Ouais. c'est to perform. Et cette idée de porter les choses, ça revient à cette idée d'interprétation, en fait. Voilà, entre porter un pull bleu et porter sa croix, et porter un message. Il y a ce truc de circulation. Alors, l'humour. Et voilà. Et donc dans ces tensions-là, entre ces... même dans ces trucs de pull bleu et pull marron, il y a de l'humour parce qu'il y a une espèce de tension entre le sérieux, pas sérieux, objet intéressant, pas intéressant, archi-bourgeois, mode, pas mode, art, pas art du tout, ridicule, pas ridicule. Et là-dedans, moi, je ne veux surtout pas qu'il y ait de jugement de valeur ni de leçons à donner à personne, mais je veux qu'il y ait de l'humour. Et je pense que... Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu de ton travail, j'ai senti ça aussi. Dans ces tensions, qu'il y avait de l'humour, quoi. Ah oui, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dernièrement avec notamment des jeunes, puisque quand on joue notre pièce, ça leur pose un gros problème, l'humour avec les questions de MeToo, etc. Alors ça, c'est un vrai truc. C'est super intéressant. C'est un vrai sujet parce que y a souvent en fait des jeunes qui sont un peu, qui savent pas trop quoi. Ils savent pas comment réagir en fait face à ce qu'on a fait. Et Oui, qui comporte ou qui... alors moi, je leur dis toujours, lisez Rire au temps de la honte. Je trouve que c'est un très bon livre. Je ne sais pas si vous connaissez, de Guillaume Maurignac. C'est un tout petit livre qui est hyper bien. Là-dessus, qui est sur Louis C.K., le stand-up, la naissance du stand-up, etc. Et qui se pose ces questions-là. Oui, comment faire avec ça? Et je sais, j'ai pas de solution. Mais on se pose beaucoup la question, par contre.
Et au point donc de faire bouger son propre travail. Oui, la fin de Showgirl, en fait, on n'avait pas fini d'écrire vraiment la chanson de fin. Et en parlant avec eux, on s'est dit c'est vrai que si c'était un poil plus clair, ça pourrait être pas si mal. Donc on a changé deux phrases. Mais c'est vrai qu'ils changent tout. Alors c'est marrant, hein, mais pas du tout pour dire on est en train de dire un truc, pour justement faire l'inverse, dire non mais vous inquiétez pas, on n'est pas en train de dire un truc en fait. Enfin je veux dire, il n'y a pas de morale, on dit pas ouais MeToo c'est nul ou ouais MeToo c'est génial. Enfin voilà, c'est pas ça en fait. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'était pas assez clair que c'était pas assez clair. Vous me suivez ? Voilà. Donc mais malgré tout, je sais que par exemple le début de la pièce, quand je fais cette espèce de c'est entre un spectacle de Muriel Robin et une audition horrible à Las Vegas. Vraiment, on a écrit comme ça un espèce de monologue affreux avec des blagues débiles, genre tu veux pas allumer la clim, mais fais gaffe parce que la clim c'est comme une bite, si tu la mets à fond, ça fait mal à la gorge. Voilà, des trucs comme ça. Mais c'est pendant une audition en fait. Donc c'est la scène de l'audition de Showgirls où il leur dit dis donc, tu t'es fait greffer des pastèques. Voilà. Donc c'est que des insanités. Mélangé à une espèce de réflexion sur on va pas se demander tout le temps si c'est bon ou mauvais, enfin bon bref, et ben ce passage là, quand il y a des gens à qui ça pose un problème, et c'est souvent le public plus jeune, bon puis après ça va, mais voilà. Et ça c'est un truc, nous ça nous fait beaucoup rire, mais c'est bon, voilà. Il y a une chose pour laquelle vous avez un avantage dans le théâtre, enfin, en théâtre et dans le sens large, des choses qui se passent dans le temps et devant des gens, c'est justement le timing de l'humour. Parce qu'en art, quand les choses sont fixées en objet, ce qui se passe quand on nous dit une blague, c'est pas la même chose que ce qui se passe devant une pièce fixe. Donc c'est pas le même effet en fait. De faire de l'humour, pas faire de l'humour, hein, mais d'être dans une approche avec de l'humour en art contemporain, c'est pas pareil que c'est sûr. Que voilà, d'avoir une approche d'humour sur scène. Oui. Justement à cause du temps, quoi. C'est comme en musique, quoi. Il y a un truc vraiment de temps. Les thèmes, ce dont on parle, c'est un drôle de truc. Notamment dans la pièce, je raconte une scène d'un film de Woody Allen que moi je trouve vraiment hilarante, et vraiment ça me fait rire pour de vrai quand je la raconte sur scène, ça me fait pleurer. C'est un film qui s'appelle Crime et délit, je sais pas si vous l'avez vu, et c'est la sœur de Woody Allen qui raconte à Woody Allen qu'un homme lui a chié dessus. Non mais c'est pas possible, cette scène elle est tellement drôle. Et à un moment il rentre donc il est chez sa femme comme ça, et puis il dit ils s'entendent pas évidemment, Woody Allen quoi. Puis lui, il s'assoit, il en peut plus, puis il dit a strange man defecated on my sister. Moi cette phrase, je sais pas comment dire, c'est pas possible d'écrire un truc pareil. Et alors voilà, et ça souvent ça revient, mais Woody Allen machin et tout, donc à chaque fois tu dis bon alors c'est parti, mais bon je dis des banalités, mais en fait on rencontre vraiment ça, vraiment c'est dingue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et l'humour du côté d'un travail visuel comme celui de Fabienne Odeus, ça se traduit par à la fois des propositions qui dénoncent un certain nombre de choses, mais qui aussi construisent. Mais de mon travail, je dirais pas qu'il dénonce quoi que ce soit. Non. Mais... Jamais j'ai pensé à faire quelque chose en voulant dénoncer quelque chose. C'est pas dans mon. Mais on peut penser que par exemple, Parfum de pauvre, qui est cet ensemble. Alors c'est vraiment non, j'ai personne à dénoncer à la maîtresse. Non, c'est une vraiment... pièce particulièrement forte. Oui, mais en fait c'est des titres de bouteilles de parfum qui m'ont touchée
Titres de bouteilles de parfum entre 1 et 2 euros jusqu'à maximum 6 euros. Et la violence, enfin la force, oui, la violence en fait de ces mots m'a touchée, mais en fait je saurais pas quoi dénoncer, si ce n'est, enfin non, je sais pas quoi dénoncer parce que je ne sais pas qui sont les personnes qui ont choisi ces noms et pourquoi elles les ont choisis. Mhm. Mais il y a cette fascination. Parce que, en fait, dans moi, mon humour, enfin mon sens de l'humour, c'est un peu la chute. Oui, c'est ce truc de chute, mais pas. J'aime pas rire du malheur. Du malheur de quelqu'un. Je ne rirais pas d'une chute qui fait mal à quelqu'un. Mhm. Et c'est cette idée que ça passe comme ça rapidement d'un état à l'autre, quoi, ce truc. Et qui est aussi un exercice de théâtre, tellement un des premiers trucs que tu apprends à tomber, quoi, ce truc de la chute où tu n'es plus droit, enfin où tu te tiens plus droit. Okay, je montre rapidement les parfums. Peut-être. Hein. Donc c'est il y a une centaine de parfums comme ça avec des noms. Je vais passer la paranoïaque, Thunderstalking, dispute, challenge sensuel, superstition, bishop. Et donc la question c'était phobia, man, predator. Qui sont les personnes qui pensent que dans les équipes créatives qui pensent que ça c'est bien pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent en fait, hein, clairement. Je passe plutôt à Admit, Atomic, Belmondo, Bishop, Bordeaux, bon, c'est peut-être pas le mieux. British Emotion, ça fait beaucoup rire les Anglais. Cautious, Chairman, Challenge sensuel, Chastity, ça je l'ai acheté aux Émirats Arabes Unis. Chat, Évidemment. Crook, Dangerous Swamp, Déterminate, Dilemme, voilà, dispute. Et le premier que j'ai acheté, c'est Solitude, que je vois pas tout de suite là. Expire, Faithful, Famous, Femme pour femme avec un A, Full Release, Glory, ça aussi acheté aux Émirats Arabes Unis. Goya, grande classe. Home Run, I'm With Her. Insanity, Instruction King. La chute, je crois que c'est celui-là le premier que j'ai acheté. Et c'est une collection que je continue à peu près, enfin je continue, et quand on les met ensemble, ça fait une espèce de phrase, ça fait une espèce de poésie de pauvre en fait, pour pauvres. Improbable et efficace aussi. Quant au système comme production d'un système généralisé dans lequel nous sommes. C'est une pièce pour moi c'est un peu bizarre pour moi parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, puisque c'est juste une collection de parfums que j'ai trouvé. Bon. Ok. Voilà. On va prendre un verre. On va prendre un verre. Merci beaucoup Marlène, merci beaucoup Fabienne. Merci.